Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Ce que doit faire le prochain président, dernier ouvrage d'Agnès Verdier-Molinier avec nous aujourd'hui, directeur de la Fondation IFRAP, l'Institut français de recherche sur les administrations publiques. Elle a publié de nombreux ouvrages, c'est une sorte de cours des comptes bis, privé, Agnès Verdier. Éric Heyer, directeur à l'OFCE, et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Arrêtons de nous obséder pour 3,1 ou 2,9% de déficit, c'est pareil, mais c'est vrai qu'on a une règle. Ne cassons pas, Stéphane Van Uffel, la reprise un peu poussive qui est la nôtre, en allant chercher à l'arrache 5 milliards de crédits comme ça. Je partage partiellement les deux avis en fait. Alors rappelez-nous les deux avis que vous partagez. J'ai rappelé un peu ce qu'a dit. Je partage en particulier ce que disait Eric sur le fait, attention, pour respecter une norme comptable, parce qu'on est en train de parler de compta, 3,1, 2,9 c'est de la compta, il ne faut pas casser des élans. Et en fait ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'en fait là pour le coup, on va donner crédit à cette nouvelle future majorité, à notre nouveau président de la République, pour peut-être se dire que moi en tant que chef d'entreprise, ça ne me dérange pas, je vais caricaturer, mais ça ne me dérangerait pas une année de me mettre en perte si c'est parce que derrière j'envoie les chiens pour faire des investissements structurels intelligents qui vont derrière créer de la croissance. Donc en fait finalement ce 3% il veut rien dire parce que si on est à 2,9 mais que les 2,9 c'est n'importe quoi, c'est en fait, et qu'effectivement ça nous a fait des chômeurs en plus 20 ans, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ça c'était le premier point, c'est-à-dire de dire faire attention à ces chiffres comme ça qu'on balance qui sont arrêtés. Alors il faut bien dans les traités mettre des seuils, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui normalement c'est le déficit structurel qui est véritablement le plus important. Et donc on parle même pas des taux qui permettent de faire aussi la fête. Enfin bon, mais ce que je veux dire c'est il faut être concret. Après pour revenir sur ce qu'on disait, je partage l'autre avis et l'autre remarque sur le partage des budgets, et on parlait par exemple des budgets qu'on pourrait nous rogner pour justement respecter ces 3%, on parlait de l'armée qui est un gros sujet, la défense, et je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet européen, et je dis que les autres grandes puissances européennes, et en particulier nos voisins allemands, pour qui j'ai énormément de respect par rapport au travail qu'ils ont fait les 15 dernières années, et particulier les travailleurs allemands qui ont accepté, les patrons allemands qui sont quand même assez intelligents, socialement responsables, mais maintenant il faut aussi avoir conscience et expliquer aux gens, et je le rappelle à chaque fois, il y a un seuil de 3% de déficit à ne pas dépasser, il y a un seuil d'excédent à ne pas dépasser non plus. 6%. Donc, les Allemands sont à 8,4 ou un truc comme ça. Ouais. Bon, ça veut dire quoi? C'est sur la balance courante, c'est pas sur les déficits. Oui. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans un équilibre d'une communauté d'échange, qui est l'Europe, il y a à un moment donné, certes, nous, un déséquilibre, parce qu'on va peut-être encore leur passer la pilule en leur disant, on va peut-être un peu laisser courir le truc, mais eux, à l'inverse, font peut-être pas d'investissement ou ne participent pas forcément au pot commun suffisamment sur certains sujets, dont ma conviction, c'est la défense. C'est le seul aujourd'hui où il y a un peu de consensus. C'est-à-dire que c'est un budget qu'on pourrait un petit peu se partager. C'est le grand projet de Thierry Breton, mutualisons dette et dépenses. Je partage. Alors après, c'est de ma vision très caricaturale et j'ai pas le savoir-faire d'un économiste européen, je connais pas les rouages européens, mais il me semble, d'un point de vue entrepreneurial, que ce serait une logique à un moment donné de partager avec son voisin si, à un moment donné, on protège notre voisin, en tout cas sur le papier, ce genre de choses. Et ça réglerait un petit peu cette idée-là. Et ça nous permettrait, et là en tout cas je fais crédit au président Macron, de se dire que fondamentalement, même si on était à 3,2 cette année, je pars du principe qu'il ne faut surtout pas casser non seulement l'élan global qu'on ressent, mais l'élan intellectuel que nous, chefs d'entreprise, lorsqu'on va dans nos petites réunions, etc., on est en train de ressentir, je vous le garantis Nicolas, depuis quelques mois, et Sylvain et Aurébi qui étaient là hier, avec qui on est quand même les deux plus optimistes de la Terre, limite à la naïveté, partage mon avis. Là, ça va bien, en fait. Enfin, ce que je veux dire, l'économie n'est pas au top, on n'est pas à des... Ouais, mais tout le monde a envie d'y croire. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, et surtout, ça se traduit. Les entreprises ont créé des marges avec le CICE. Vous savez que je ne partageais pas cette méthodologie. Les entreprises n'ont pas gavé leurs actionnaires. Ils ont investi, ils ont relâché. C'est ce qu'a expliqué Sylvain Aurébi. Il y a pas mal de choses à faire. Et les réformes fiscales, en particulier sur le capital, vous parliez d'ISF tout à l'heure, sont aussi des choses qu'il faut très vite. Et c'est là que je partage l'avis de ma voisine. Il faut aller vite sur ce sujet. Il faut vite annoncer la couleur. Parce que nous, chefs d'entreprise, on a besoin d'être vite. Ouais, enfin, si on annonce la couleur et qu'on vient renier avant la fin de l'année sur les recettes, ça va être un peu plus compliqué encore. C'est pas 3-2, c'est 3-3. Tous les dossiers sont à traiter en même temps. C'est là où c'est lourd à faire. Il faut accepter de le faire. Il y a plusieurs sujets. Il y a le structurel, effectivement, le compte n'y est pas. Est-ce qu'il faut s'accrocher à ces 3% ou 2,9? Mais non, mais le sujet, en fait, c'est pas les 3%. Le sujet, c'est d'être capable d'avoir un pilotage de la dépense publique et de l'équilibre budgétaire qui soit intelligent. Regardez la Suède, regardez la Suisse. Et ils sont pas dans la zone euro et pour autant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre en place des systèmes de frein à l'endettement. Vous dites, moi, ça me gêne pas une année d'être en déficit. Attends, mais une année? Nous, on est tout le temps à 70 milliards de déficit.
Alors, c'est pas de la bonne gestion, ça. Ce que font ceux qui ont intelligemment conçu leurs règles budgétaires dans leur pays, et c'est ça qu'on n'est pas capable de faire en France, parce qu'après on tape sur les 3%. Mais est-ce que quelqu'un peut dire que c'est normal d'être en déficit permanent? Bien sûr que non. Non, Enfin, c'est pas normal. Quand vous êtes en croissance, vous devriez être en train de faire des excédents, de faire des réserves. Vous faites des réserves. Et ensuite, quand vous êtes en crise, vous pouvez faire du déficit. C'est ça. Eric Caillard sera d'accord avec vous. Non, mais c'est ça la règle. Mais pas à zéro. La règle du. Non, mais c'est pas un zéro c'est pas tous zéro. les ans. C'est en gros la moyenne, ça doit être de l'équilibre. Non. Et On a c'est ça le sujet. Oui, mais Non, mais on a c'est 1,5 de déficit structurel. Mais C'est ça le- la clé. Le voilà. sujet, il est là, et c'est à nous, les Français, en arrêtant de taper sur l'Europe, sur les règles européennes, etc. Parce qu'après on dit oui, mais c'est dégueulasse parce que les Allemands, ils sont en excédent. Enfin, sauf qu'ils ont fait le job. Et ils sont à combien de dépenses publiques, les Allemands, par rapport au PIB? Eh ben, ils sont 46, autour de 45-46. La moyenne de la zone euro, c'est 47. On est à 10 points d'écart. Donc arrêtons de dire c'est pas Vous connaissez sympa par que. cœur l'argument qu'on vous oppose à ça, Non, mais- Agnès Verdier. Notre dépense publique couvre un champ plus large que chez ceux qui Mais dépensent non, mais moins. attendez, c'est pas totalement faux non plus. quand on regarde poste par poste, on n'a pas un meilleur Non, mais système de d'accord. santé, on n'a pas un meilleur système d'éducation, Les logements on n'a aussi, pas c'est un vrai. meilleur système de retraite, on n'a pas un meilleur système d'investissement dans le logement, et on n'a pas un meilleur système sur la question du chômage. Donc à un moment, on a un système plus cher et qui marche pas mieux. Donc la question qu'il faut se poser, Une c'est meilleure natalité et on vit plus longtemps. C'est quand même qu'il y a un truc quand même. non, mais Par rapport à attends, l'Allemagne en particulier, quand même. sauf qu'on a aussi un chômage qui est quand même Non, beaucoup plus non, élevé. mais il y a certains postes sur lesquels on est je partage donc, votre avis sur la partie question sur la structurelle. sur la défense, par exemple. La défense, elle a été la variable d'ajustement Bien sûr. de notre incurie sur la gestion publique. Ça a commencé sous Parce Chirac, que, hein, c'est pas nouveau. quand vous regardez l'évolution de la dépense sociale, on est à 34 points de PIB. On est parti de 20 dans les années 70-80. Et maintenant, la défense, on est à 1,7 alors qu'on était bien au-dessus par rapport au PIB dans les années 60. Donc la question, c'est est-ce que à un moment, on se focalise sur les vrais sujets? Les vrais sujets, c'est l'explosion de la dépense sociale et l'explosion de la dépense locale. Hein. Et c'est pas la défense qui a créé de la dette. Alors, hein. on va faire C'est là réagir Eric Caillard. que la position de Thierry Breton, elle n'est pas très très claire, parce que finalement, il nous dit on s'est endetté pour la défense. Non, on s'est pas endetté pour la Non, défense. mais en France, il a hein. une idée qui est de mutualiser les dettes héritées du passé liées à la défense et une partie des dépenses annuelles qui sont liées à la défense avec une vocation communautaire. Et il a fait des calculs qui nous ramèneraient dans des ratios soudainement, mais du jour au lendemain, des ratios de dette absolument inouïs. Je crois qu'on serait à 67%. Oui, mais ça c'est l'éponge magique. Bon, si vous oui, voulez. oui, je suis d'accord. C'est un peu la facilité. Bon, réaction Eric Caillard à ce qu'a dit Agnès Verdier-Molinier. Vous me direz quand même, Agnès, si dans le programme vous trouvez des éléments un peu structurels pour répondre à vos chevaux de bataille qui sont déjà anciens. Par rapport à ce qu'a dit Agnès Verdier, assez court, je veux qu'on parle de l'ISF absolument. Oui, alors, non, premièrement, mais il y a un aspect un peu technique, mais vous voyez, on ramène ça au PIB. Le PIB, il faut rappeler, 2013-2014 a été révisé de façon considérable. Hein. Vous voyez que, rappelons-nous, la première version de la croissance en 2013, c'était 0,3, c'est 0,7 maintenant pour 2013, et c'était 0,2 pour 2014, c'est 1 point. Donc vous voyez que quand on ramène le déficit en point de PIB, il n'est pas impossible qu'on revoie encore à la hausse le PIB et que du coup, on soit déjà en dessous des 3%. Donc ça, c'est la première chose. Donc sanctionner et faire des réformes sur des chiffres qui sont provisoires, c'est toujours dangereux. C'était juste une petite parenthèse. Philippe de Sertine confirmait ce que vous disiez d'ailleurs. Deuxièmement, ce que dit Agnès, il faut qu'on soit en gros à l'équilibre sur un cycle. Il faut avoir des excédents quand ça va bien et on peut accepter des déficits quand ça va mal. Je suis en opposition avec le zéro. Je suis d'accord avec le côté contracyclique, ça il faut le faire. Vous l'avez suffisamment mais c'est pas le zéro décliné. la norme, c'est effectivement pourquoi pas 3%. Pourquoi? Parce que 3%. Finalement, c'est pas si mal. Mais oui, mais c'est 3. Mais oui, mais moi il y a- non, mais il y avait une. Ça a été non, mais imaginé par mais- rapport aux non, 60% mais de pourquoi dette. Mais c'est ça, il a raison, ça n'a pas été choisi par hasard non plus. Oui, oui, un peu oui, quand même. un peu, Enfin, mais- attention oui, parce mais- que il y a un certain monsieur Abeille qui va me tomber dessus, Oui, oui, je oui. suis certain. Eh ben, ça va bourdonner. Ça va piquer. Non, mais attendez, bourdonner pour vous. Mais non, mais pourquoi 3%? C'est qu'il y a. Parce qu'effectivement, si c'était que les dépenses de fonctionnement, ce que dit Agnès est juste, il faut avoir zéro dans le cycle. Mais non, il y a de l'investissement dans la dépense publique. Et il est normal que l'investissement soit financé par du déficit. N'importe qui. Alors, il ne faut jamais faire le parallèle avec un ménage ou une Même des entreprise. entreprises font comme ça. Mais oui, mais bien quand sûr. vous investissez pour un hôpital, c'est normal que les générations futures qui vont en bénéficier
paye aussi, c'est pas qu'à la génération qui est au moment de la construction de l'hôpital, c'est pas à eux de payer l'intégralité. Puisque l'investissement public en France et en moyenne dans la zone euro, c'est 3%, c'est comme ça qu'on a mis cette masse de 3%. Et donc, pour pas qu'il y ait justement cette idée de il faut arriver à zéro, donc on va taper sur l'investissement, et là, ça sera contre-productif si on tapait sur l'investissement public, et ben c'est pour ça que c'est 3 en moyenne. Quand ça va bien, eh ben, il faut être en dessous de 3. Quand ça va mal, il faut être, on peut admettre d'être au-dessus de 3 de déficit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ça va bien? C'est ça la question. Est-ce qu'on est en haut de cycle ou en bas de cycle? Moi, je pense que ça va mieux, mais quand on regarde les niveaux, on est encore à quasiment 10% de chômage. Donc, on n'est pas en haut de cycle. Donc, penser qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un déficit de haut de cycle, non. C'est pour ça que c'est le structurel qui compte. Et vous voyez qu'en termes de structurel, il y a tout de même une amélioration. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Agnès au début en disant regardez le cadeau empoisonné que fait Hollande à son successeur. Je pense qu'il vaut mieux être dans la situation d'aujourd'hui sur les finances publiques françaises qu'à l'arrivée de François Hollande. Rappelons-le, il y avait 5 points de déficit et une croissance qui était nulle. Là, il y a un déficit qui a 3 quelque chose avec une croissance qui s'accélère. Donc non, la situation qui s'accélère financière doucement. Mais oui, mais c'était zéro en 2012, c'est plus de 1%. Donc si c'est pas mieux, je sais pas ce que c'est. Sauf qu'on avait un alignement des astres, on avait tout pour mais pas en redresser. 2012, c'est pas en 2012. Pendant le quinquennat de François Hollande, on avait tous les moyens possibles pour intervenir et faire les réformes. On a fait par exemple la loi NOTRe, on n'a pas économisé du tout sur la réorganisation des régions. On a eu etc. 2 quinquennats, on a eu un quinquennat de 2 ans et un quinquennat de 3 ans. Donc tout le travail qu'il aurait dû faire sur la réorganisation des missions publiques, et c'est peut-être ce à quoi il faudrait qu'on vienne maintenant. Ça va arriver là, on pense. On pense, oui. sauf qu'on ne sait pas. Ouais, sauf que, par exemple, un sujet sur lequel Emmanuel Macron n'a pas du tout été clair pendant la campagne, c'est quelles sont les missions qu'il va confier en plus aux régions. La décentralisation, est-ce qu'on est sur de la décentralisation ou de la recentralisation? Sur quel sujet? Comment on arbitre? À quel moment est-ce qu'on réunit tous les acteurs publics autour de la table pour dire voilà le planning de la nouvelle réorganisation des missions publiques, avec qui fait quoi au niveau du bloc communal, au niveau des régions, au niveau de la question de la Sécu et du département, qui est une question insoluble, parce qu'aujourd'hui, les finances des départements sont dans une situation catastrophique, parce que les plans pauvreté se décident au niveau central, votés par le Parlement, et il faut que ce soit les départements qui financent, avec les taxes foncières qui ne font qu'augmenter, etc. Donc, à un moment, il faut que chacun soit responsable aussi de ce qu'il décide comme dépenses. Et qu'il le soit responsable aussi en recettes. Mais les institutions publiques, dans leur fonctionnement global, c'est un peu flou. Oui. Ça, c'est... Non, mais Là, on a un chiffre global de 60 milliards d'économies sur 5 ans, de 50 milliards d'investissements sur 5 ans, et puis sorti de ça... Oui, mais le chiffre global, à quel moment on nous l'explique? Au moment des projets de loi de finances, ça s'est toujours fait comme ça. Pourquoi vous voulez qu'elle soit différente? C'est normal que ce soit au moment des projets de loi de finances où ils vont nous expliquer. Donc soyez un peu patiente, ça va arriver bientôt, et on va vous expliquer année par année comment le gouvernement. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez dire on fait pas assez ou pas. Et il y aura le Haut Conseil aux finances publiques qui dira est-ce qu'on fait pas assez ou pas. Mais faire des procès d'intention aujourd'hui en disant mais non, mais rien n'est expliqué. Il y a une différence entre un projet de loi de finances et un programme présidentiel qui est plutôt sur les grandes tendances. C'est pas totalement faux, Agnès. On ne peut pas imaginer qu'un collectif, le 20 juillet, soit en mesure de fixer... Non, mais d'où l'importance, justement, d'avoir quelque chose de clair dans la programmation, parce qu'on sait très bien quand même, et l'expérience nous le montre, que sur les derniers quinquennats, on nous a annoncé beaucoup d'économies, beaucoup de baisse de la dépense publique par rapport au PIB. François Hollande a même dit qu'on ne vivait pas mieux avec 57% de dépenses publiques par rapport au PIB ou avec 52%, et que finalement, c'était pareil et qu'il fallait à un moment arriver à faire cette baisse. Emmanuel Macron nous a dit que son objectif c'était autour de 50% de dépenses publiques par rapport au PIB. Ça fait 7 points d'écart. Je ne sais pas comment il compte aller les chercher pour l'instant. Alors Agnès, si je peux me permettre... Un mot, on parle de l'ISF avec vous après. Très rapide. Alors très rapide. D'abord, il ne faut pas être naïf. Peut-être que le fait de ne pas avoir trop détaillé un certain nombre de points dans son programme va faire qu'il va y avoir 400 députés. C'est stratégique aussi. Non, mais parce qu'il ne faut pas être naïf quand même. Et deuxième point, et je partage cette stratégie, parce que je l'ai dit une fois ou deux sur ce plateau, je pense que la notion idéologique française de la politique de j'arrive avant des élections pour 5 ans ou 7 ans et j'annonce un programme comme si pendant 5 ans et 7 ans il allait rien se passer autour de moi, est une idée aussi absolue auquel les Français croient depuis 30 ans et qui pour moi fait partie à
30 ou 40% de toutes les bêtises de gestion qu'on a fait depuis le début, à ne pas vouloir sortir. Donc quand vous disiez tout à l'heure avec un peu d'ironie qu'on a eu 2 quinquennats, j'ai envie de dire que c'est peut-être le truc le plus intelligent que le président Hollande a fait, c'est qu'à un moment donné, malgré son aile gauche qui commençait à fronder, fondamentalement il a su faire peut-être et a enclenché un certain nombre de choses dont les résultats commencent à arriver malheureusement pour lui maintenant, et c'est Macron qui va en profiter. Ce que je veux dire juste, c'est du pragmatisme. Donc là, pour moi, je rejoins Eric encore une fois, mais là je pense que on dit, voilà, on va faire ça comme économie. Si personne pose de questions, on verra quand ce sera le moment, qu'on aura la majorité et qu'on pourra discuter sérieusement d'un projet de loi de finances pour ne pas faire de rectificatifs et puis l'année d'après faire une marche arrière. Parce que là, je défends ma paroisse et mes confrères congénères chefs d'entreprise. Il n'y a rien que l'on déteste plus que les allers-retours. Que les allers-retours Le yo-yo, constants. Voilà, il n'y a rien que ça. Alors après, on peut subir des trucs, il n'y a pas de problème. Mais si c'est légitime avec ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est juste ça. Voilà. Juste pour conclure sur ce Pour conclure, sujet, Agnès, parce qu'on a 10 minutes. C'est important parce que les chefs d'entreprise, ils ont besoin qu'on baisse leurs charges encore. Le CICE, le pacte de responsabilité, ça n'a pas suffi, notamment sur les charges employeurs. On a encore un écart avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni qui est énorme. Ils ont besoin qu'on baisse leurs taxes sur la production. Il y a 60 milliards d'écart avec le Royaume-Uni là-dessus. Les taxes avant le bénéfice. C'est avant le bénéfice. Ça, c'est un sujet hyper important. À aucun moment dans le programme, dans la campagne présidentielle, ça n'a été véritablement abordé, alors que c'est le sujet de compétitivité de nos entreprises. Là, cet écart, c'est au moins 10 à 15 milliards qu'il faudrait essayer de combler tout de suite. Donc ça voudrait dire une baisse importance des comptes des montants, Agnès Verdier. Mais oui, mais les taxes sur la production, ça finance les collectivités locales, ça remonte à la question des missions publiques, de qui fait quoi. Et la question numéro 1, c'est comment on baisse les recettes quand on baisse pas les dépenses en face. Eh ben, c'est pas possible. Surtout sur des quand vous dites montants. que ce sont les allers-retours qui sont les plus stressants pour les chefs d'entreprise, bien sûr, parce qu'en début de quinquennat, on dit on va baisser la fiscalité. On baisse pas les dépenses en face, et à la fin du quinquennat, on se retrouve dans une obligation de remonter même avant de remonter la fiscalité. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Je vous le rappelle, 2007-2012, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En 2011, le choc fiscal commence. Si on veut apprendre des erreurs du passé, des erreurs de la droite et des erreurs de la gauche, puisque là on est dans un gouvernement qui veut prendre le meilleur des deux, eh ben, ne prenons pas les erreurs. Prendre les erreurs, ça voudrait dire justement repousser la réorganisation publique en disant je m'occupe d'abord du privé et je m'occuperai du public ensuite. Et ben ensuite il sera trop tard, parce que comme vous dites très bien, un quinquennat c'est pas un champ de roses. Il y a des choses exogènes qui arrivent en permanence et qu'il faut gérer en permanence. Donc c'est pas comme si il se passait rien, et comme on sait très bien qu'il va se passer énormément de choses et que on pourra pas toutes les maîtriser, il faut tout de suite lancer des réformes structurelles. Stéphane Van Nuffel, la réforme de l'ISF, c'est la dernière fois aujourd'hui que les gens redevables de l'ISF font la déclaration telle qu'ils la connaissent. Désormais, l'an prochain, l'ISF ne taxera plus que l'immobilier. Et là, il y a énormément de voix qui s'élèvent pour dire que ça va pas, que finalement, cette taxe, l'ISF va finir par taxer plus l'immobilier, alors qu'en fait, non, ça ne bouge pas. C'est simplement qu'on baisse l'ISF en retirant tout ce qui est flux financier. Il y en a certains qui vous disent oui, mais alors voilà, on va finalement taxer uniquement les propriétaires, et les vrais riches, c'est surtout eux qui ont du capital mobilier. Eux, ils vont être exonérés d'ISF. Quelle idée folle d'imaginer que parce que tout d'un coup le capital mobilier n'est plus taxé à l'ISF, on va le voir merveilleusement arriver en investissement direct dans l'économie. Maintenant, vous voyez, c'est pas comme ça que ça va se produire. Et puis, c'est aussi une contrainte budgétaire, parce que ça va faire à peu près 2 milliards de manque à gagner. Cette mesure de l'ISF est-elle une catastrophe comme certains l'imaginent, ou certains le redoutent, ou une bonne mesure selon vous? Ça dépend. Si vous travaillez en equity et que vous faites des levées de fonds, forcément vous allez trouver ça formidable. Si sûr. En revanche vous travaillez dans un grand groupe de gestion immobilière, ça va moins vous plaire. Non mais voilà, c'est présenté comme un cadeau aux riches, en gros. Non, c'est présenté. On est en France, donc on veut réformer, sauf quand c'est moi. Voilà. C'est-à-dire que si on réforme mon voisin, ça c'est super. Quand c'est moi, ça va pas. Alors je vais vous donner mon avis. Parce que moi j'avais fait un sujet sur l'ISF assez complet, et sur les droits de succession, on en avait parlé ici avec Vincent Beaufils, je me souviens à l'époque. Moi qui suis pour la simplification, la flexibilité en bon social-libéral moderne, pour autant, je pense que là on est sur un sujet qui pourrait utiliser la capacité française en ingénierie fiscale et aller un petit peu plus loin, quitte à ce que ce soit un peu technique, mais à rendre cette espèce de réforme et cette idée globale un tout petit peu plus intelligente, comme ça a été le cas par exemple avec les pactes Dutreil, avec la loi Copé, enfin toutes ces choses-là qui ont été faites à un moment donné sur la création de sociétés, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Moi j'ai un problème, vous le savez, mon cher Nicolas, je déteste les rentes. Je verrai rien. Pourquoi ? Pas parce que j'aime pas les rentiers. C'est pas de leur faute.
à un moment donné, cet argent qui leur a été transmis de 3e, 4e génération. Et quand on a hérité d'une maison qui vaut de l'argent. J'ai pas un problème. Oui, mais je vais au-delà de ça. Je parle Bah plus oui, de tout le monde grosses pense à choses. ça, hein. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà. Bon. Les gens pensent que si on modifie cet ISF et que donc quelque part on pénalise l'immobilisation de l'argent, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, quand l'argent est investi dans l'immobilier, et je le sais puisque je suis conseiller en gestion de patrimoine, les Français aiment l'immobilier parce qu'ils croient qu'il n'y a pas de risque dans l'immobilier, puisque ça rassure, c'est palpable. Et puis l'immobilier ne s'écroule pas depuis des années parce qu'en fait les taux baissent et que donc on subventionne grosso modo le marché immobilier. Bref. Oui, mais enfin, c'est pas que du capital improductif. Les gens qui possèdent une résidence principale, elle sert un peu à quelque chose. Oui, non. C'est pour ça qu'il faut continuer à l'exonérer. Elle n'est pas exonérée. Elle n'est pas exonérée, un abattement de 30%. 30%. C'est pour ça qu'il faut continuer oui, mais enfin, quelque part, je veux dire, il faut continuer aujourd'hui à avoir ce type de démarche. C'est-à-dire, à un moment donné, quand c'est de l'immobilier de jouissance pour loger vos enfants, là, pour le coup, moi, j'enlèverais totalement l'ISF là-dessus. En revanche, quand vous avez une maison au Cap-Ferret, une maison à Arcachon et une maison à Saint-Tropez, je suis pas sûr que ce soit un problème, surtout que vous ne la louez pas parce que vous voulez pas que des gens habitent dans vos draps. Pour Alors, conclure, je veux absolument faire réagir je vais aller au bout de mon raisonnement parce que c'est ça qui est important. Moi, Nicolas, j'ai créé un cabinet de conseil en gestion de patrimoine très classique. Donc, à un moment donné, ça marchait. On était assis sur ce qu'on va appeler grosso modo une rente parce que quand vous gérez des actifs, forcément, vous avez des rentes. Bon, je sais de l'ironie. Et puis, à un moment donné, on a décidé d'aller sur Internet et de créer donc une espèce de start-up et on s'est remis à un peu plus de 35 ans avec mon associé à voir un peu ce qui se passait dans ce monde. Et on a commencé à toucher le monde du digital. Et on a rencontré des gens, je peux vous garantir, et vous êtes bien placés pour le savoir parce que vous faites la BFM Academy, exceptionnels, avec des gens qui ont des idées géniales, etc. Et si vous saviez le nombre de gens que j'ai rencontrés sur les 10 dernières années qui se sont tirés de la France, pour une raison simple, c'est qu'ils ne trouvaient pas d'argent, simplement parce que les gens ont peur, les investisseurs, les grands investisseurs, en particulier les anglo-saxons, etc., ont peur d'investir du capital en France. Pas simplement parce que l'ISF peut être cher quand c'est un particulier ou chose comme ça, non. Juste parce que l'idée globale que tout ça a créé, cet ISF a créé une espèce de fantasme international que la France n'aime pas, ce que vous avez dit, les riches. Parce qu'en fait, j'ai déjà entendu depuis 15 jours, 3 semaines, que c'est Madame Bettencourt qui va bénéficier de l'ISF, enfin de l'absence d'ISF sur le capital. Parce que grosso modo, elle, sa fortune est en valeur mobilière. Et bien ça, à un moment donné, c'est une erreur fondamentale et je pense que la première chose qu'il faut faire sur cette réforme-là, qui n'est pas aboutie, dont on n'a pas les délais, et on ne sait même pas si ce sera l'année prochaine, si c'est vraiment la dernière année que les gens payent l'ISF, je vous le rappelle, pas faux. La loi de finances n'est pas signée, c'est ça qu'ils doivent faire en priorité. L'équipe Macron et l'équipe de la future majorité doivent faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi on fait ça. On fait ça pour que les petites startups d'aujourd'hui soient les Google de demain. C'est essentiel. C'est ça qui est important. Tant pis pour ceux qui ont tout leur patrimoine en immobilier, presque malgré eux. Non, c'est pas tant pis. C'est pas tant pis. Bon, alors on a un peu moins de 4 minutes sur l'ISF 100% immobilier, Eric Heyer. Mais rapidement, enfin, et ça fera le parallèle avec le sujet précédent. Enfin, on a des dépenses publiques. Après, on peut avoir la vision d'Agnès qui dit la dépense publique, en fait, c'est un trou noir, c'est du gaspillage. J'ai jamais dit ça. Quand on met de la Caricaturer un peu. globalement, c'est-à-dire qu'il faut la réduire, tout ira mieux. Non. Il y a la dépense publique et donc, puisqu'il y en a, il faut trouver le bon niveau de dépense publique. On a des choix et il faut le financer. Donc, du coup, il faut trouver la fiscalité qui permet de financer cela. Donc, quand c'est de la dépense sociale et assurantielle, c'est normal que ça soit par des cotisations. Et donc, il faut accepter qu'en France, on paye plus de cotisations parce qu'on a plus de dépenses sociales. Et donc, c'est à mettre de côté. Et alors ensuite, il y a l'imposition. Quel est le meilleur type d'imposition? Donc, il y a bien une différence entre cotisation et imposition. Parce que dans la dépense sociale, il y a beaucoup de salaires différés. C'est pas la dépense publique comme on le pense. Et alors après, c'est la vraie dépense publique. Comment on la finance? Par de l'impôt. Quel est le meilleur impôt? Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est l'impôt sur le patrimoine? Est-ce que c'est l'impôt sur la consommation? C'est ça les vraies questions. Est-ce que c'est la CSG? Et est-ce que c'est la CSG? Voilà, c'est ça, c'est ces questions-là. Du coup, et là-dedans, il y a l'ISF. C'est-à-dire qu'effectivement, ensuite, il y a est-ce que ça doit être progressif ou pas progressif? C'est ces types de questions. Aujourd'hui, ils font du en même temps. C'est-à-dire que effectivement, ils ne taxent pas plus l'immobilier qu'avant. On peut dire que la taxation sur l'immobilière, c'est du n'importe quoi. Il faudrait la remettre à plat, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'ISF. Il faudrait tout remettre à plat. Ils ont choisi quelque chose de plus consensuel. D'ailleurs, 54% des Français sont d'accord avec cette réforme. Oui, c'est un choix très donc, politique. Du coup, ils choisissent sûr. Un peu ce qui fait plaisir. Ce qui fait plaisir, c'est effectivement, on commence par enlever ce qui est prise de risque et pour taxer ce qui est un peu de la rente. Ça, dans l'imaginaire collectif, ça passe. Ensuite, ce qui a été dit, je suis à moitié d'accord, je pense que ça peut poser des problèmes tout de même. Enlever l'ISF sur le côté immobilier, peut-être qu'il y a des petites entreprises, et peut-être qu'Agnès pourra nous en parler, qui vont avoir du mal à se financer parce que
il y avait des abattements. Ah, l'ISF PME. C'était 1 milliard par an. Eh ben oui. Donc du coup, si on pense que c'est les petites entreprises, les toutes petites entreprises qui se finançaient grâce à cette ISF PME, là, c'est un moyen de financement. C'est vrai. Et les fondations sont inquiètes. Elles ont vu les dons reculer. On a très peu de temps. Je voulais juste terminer Eric, là-dessus, parce que j'ai pas eu le temps. Eric vient de mettre le doigt. C'est-à-dire qu'en fait, s'il reste cet impôt immobilier, cet ISF immobilier, rien n'empêcherait dans le système que des gens qui sont soumis à l'ISF immobilier, à un moment donné, décident d'investir en revendant une partie, c'est-à-dire en faisant circuler l'argent. J'ai rien contre les rentiers. Je suis gêné par l'immobilité de l'argent. Un petit message sur cette question. On a 1 minute 10 pour finir. L'ISF, on l'a assez dit, c'est un impôt qui a un effet très négatif. Beaucoup de gens sont partis à cause de cet impôt. Le signal très fort à donner, c'est justement sur cette fiscalité du capital, c'est de dire on supprime ou alors on réforme de manière très importante l'ISF parce que ça permettrait de faire revenir peut-être les 200 ou 300 milliards ou une partie qui ont quitté la France, qui sont en Belgique, qui sont en Suisse, qui sont au Luxembourg, qui sont au Royaume-Uni. Et c'est pas notre intérêt à nous les Français d'avoir des investisseurs potentiels, des créateurs d'emplois qui sont à nos portes, qui sont de l'autre côté de la frontière et qui créent les emplois de l'autre côté de la frontière. Moi j'en vois souvent quand je vais à Genève, quand je vais à Bruxelles. J'en ai vu aussi. Et ils attendent de savoir ce qui va se passer sur ce dossier-là. Alors oui, c'est bien sûr de supprimer l'ISF sur tout ce qui est investissement dans l'économie réelle, dans les entreprises, dans le capital d'entreprise. On aurait dû le faire depuis longtemps. C'était un peu l'histoire de Dutreil avec ses pactes d'actionnaires dans les ETI, des trucs hyper compliqués, des usines à gaz. Et pendant des années, on a essayé de faire sauter cette partie d'ISF sur les actionnaires non dirigeants et on nous expliquait qu'il fallait pas favoriser les héritiers, alors qu'en même temps, on pleurait parce qu'on n'avait pas le Mittelstand allemand, ces fameuses grosses PME allemandes qui sont exportatrices. Et qu'est-ce que c'est ? C'est du capitalisme familial avec des familles qui sont restées actionnaires et qui sont implantés dans les territoires et qui sont attachés aux emplois locaux. Donc ce sujet-là, c'est super important. Mais se dire qu'on va faire revenir ceux qui sont partis en ne faisant que couper en deux et en leur disant en gros, tu reviens avec ton investissement en capital, mais tu reviens pas avec ton appartement, il y a un problème aussi. Ça veut dire qu'à un moment, il faut peut-être totalement exonérer justement la résidence principale. Voilà, j'allais vous dire qu'il y a quand même des petits outils un peu techniques, pas trop d'ailleurs. C'est un peu l'objectif à mon avis. Et ça passera peut-être par amendement à l'Assemblée nationale parce qu'il y aura sûrement des jeunes qui vont arriver à l'Assemblée dans les En Marche et qui vont dire peut-être que cette suppression de la taxation de la résidence principale sur l'ISF, ça n'a pas de sens. Donc là, sur ce sujet-là, moi je crois aussi qu'on doit inciter énormément sur la fiscalité, sur l'impôt sur le revenu, investir en capital pour répondre sur l'ISF PME, investir en capital sur l'impôt sur le revenu. C'est ce que font les Britanniques. Et là, il y a des possibilités sans plafond jusqu'à 1 million d'euros pour drainer l'investissement vers les startups. On avait l'ISF PME, l'IR PME, pourquoi pas. Absolument. Il est évident que si vous décidez d'exonérer la résidence principale et que vous faites rentrer dans l'ISF pas à 1,3 million mais à 2 millions, globalement... Est-ce que je peux dire juste une seconde, Nicolas, je vais vous dire quelque chose. Moi, qui suis plutôt un libéral, si jamais un Français part de France parce que la fiscalité lui semble un petit peu lourde, ça n'arrivera jamais en Allemagne. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont un Mittelstand et des ETI en Allemagne très forts. Les Allemands, ils payent des impôts, mais ils partent pas d'Allemagne. Le but, c'est que le capital, il aille vers l'emploi. Et Philippe m'écrit, vous feriez mieux d'évoquer l'exonération des œuvres d'art. Oui, effectivement, on aurait pu en parler. C'est une autre anomalie de l'histoire. Bon, on parlera des accords d'entreprise. Alors pas aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, mais demain, c'est promis. Les DRH trouvent que oui, c'est bien l'accord d'entreprise. Attention de ne pas aller trop loin quand même. Là, on se rend compte que on commence à mettre beaucoup de choses dans l'accord d'entreprise. Ça devient chaud. C'était Agnès Verdier-Molinier, Eric Caillat, Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain à 9h.